Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles du Mali. Car comment ce pays stable, calme, plutôt démocratique, où les touristes venaient admirer l'habitat des peuples Dogon ou la splendide ville de Tombouctou, eh bien, comment ce pays a-t-il pu si brutalement se couper en deux et entrer si soudainement dans la guerre? Alors pour comprendre ce qui a conduit à la fragilité de cet État, nous allons donc regarder plusieurs cartes de ce pays. Le Mali est en Afrique de l'Ouest. Son territoire fait 1 240 000 km². Il est traversé par le Sahel, cette bande de savane plus ou moins humide qui sépare le Sahara aride au nord de la forêt humide au sud. Il n'a aucun accès à la mer et il a pour voisins l'Algérie au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud, et le Sénégal et la Mauritanie à l'ouest. Ce pays, dont la capitale est Bamako, et qui a été longtemps une colonie française, est devenu indépendant en 1960. Vous voyez cette frontière quasi rectiligne, dont 1400 km séparent le Mali et l'Algérie. Eh bien, elle a été définie après la conférence de Berlin, au terme de plusieurs accords entre le ministère des colonies, qui administrait l'Afrique occidentale française, et le ministère de l'Intérieur, représentant les départements français d'Algérie. Son tracé définitif a été établi en 1905. Et les autres frontières du pays correspondent aux anciennes limites internes de l'Afrique occidentale française. Eh bien, ces tracés frontaliers ont donné au Mali une enveloppe territoriale, en fait immense, qui englobe deux espaces géographiques en fait très différents. Le sud est traversé par la vallée du fleuve Niger et abrite une partie de son delta intérieur. On est là en zone de climat soudanien avec des zones agricoles excédentaires. À l'inverse, le nord est une région aride, traversée par le Sahel et le Sahara, avec des zones agricoles déficitaires. La majorité de la population de cette région, qui vit le long du fleuve Niger, pratique l'agriculture et l'élevage. Les principales villes sont Gao et Tombouctou, sur le fleuve Niger, et Kidal, au pied de l'Adrar des Iphoras, ce massif montagneux situé au nord-est du pays. On y trouve peu d'infrastructures de transport, mais c'est un espace d'échange via les anciennes pistes caravanières qui ont transporté sel, or, esclaves dès le Moyen Âge. Dans ce pays, qui est en fait 2 fois grand comme la France, vivent seulement 16 millions d'habitants dans deux ensembles qui sont comme dissociés. D'une part, le Sud Mali, qui couvre un tiers du territoire où vit 91% de la population malienne, et d'autre part le Nord Mali, composé des trois régions de Tombouctou, Gao, Kidal, où vit seulement 9% de la population et qui couvre les 2 tiers restants du pays. Eh bien justement, qui vit au Mali? On retrouve sensiblement cette division nord-sud sur la carte des groupes ethniques. Au sud, il y a les peuples subsahariens, parmi lesquels on peut citer les Bambara, qui sont les plus nombreux, les Minyanka, mais aussi les Peuls, les Malinké ou les Dogons. Et au nord, il y a les peuples arabo-berbères, c'est-à-dire les Arabes et les Touaregs. 95% des Maliens sont musulmans, 2,4% sont chrétiens et 2% sont animistes. Bien, maintenant changeons d'échelle pour évoquer plus précisément les peuples Touaregs qui représentent 10% de la population du Mali. Vous voyez ici la zone de répartition traditionnelle des Touaregs, un peuple nomade, berbérophone, qui vit à cheval sur 4 autres États du Sahel, l'Algérie, la Libye, le Niger et le Burkina Faso. Et il refuse que son territoire de nomadisation soit divisé ou intégré à des pays dans lesquels il ne se reconnaît pas. Donc, au Mali, depuis l'indépendance du pays en 1960, les Touaregs s'opposent à l'incorporation de leur territoire dans le territoire malien. Ils ont mené plusieurs rébellions, notamment en 1963, en 1991, pour obtenir de Bamako des mesures de décentralisation et des aides économiques, et aujourd'hui, ils se sentent marginalisés par le pouvoir central. Car le Nord Mali se situe en marge du développement économique du pays. Le PIB cumulé des 3 régions du Nord représente à peine 2% du PIB national. Et pourtant, leur sous-sol abrite un important potentiel pétrolier. Vous voyez sur la carte les 4 bassins qui ont été identifiés. On trouve aussi des réserves d'uranium dans l'Adrar des Iphoras et la région de Gao, et de l'or dans les Iphoras.
Rappelons que le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Donc si je résume, on a deux ensembles climatiques, humains, très différenciés, avec des disparités économiques majeures. Le Nord Mali, en fait, est comme non intégré au reste du territoire national. Eh bien, ces quelques éléments peuvent expliquer comment le pays a pu se scinder si soudainement en deux parties. Revenons sur la chronologie des faits. Le 22 mars 2012, le président Amadou Toumani Touré est chassé du pouvoir par un coup d'État de l'armée à Bamako. Le 6 avril 2012, le nord du pays fait sécession, déclare se nommer désormais Azawad, que l'on voit ici sur la carte. Un groupe armé de Touaregs, le MNLA, c'est-à-dire Mouvement national de libération de l'Azawad, est à l'origine de cette scission. Mais il est rapidement dépassé sur le terrain par un groupuscule armé salafiste, Ansar Dine. Ce sont ces partisans qui, à Tombouctou, détruisent tombeaux et mausolées, considérés comme saints par les musulmans de la région. La majorité des partisans d'Ansar Dine, comme ceux du MNLA, sont des Touaregs issus de la tribu des Iforas, du même nom que le massif situé au nord de Kidal. Une partie de ces Touaregs, auparavant adeptes d'un islam rigoriste mais non violent, nommé Tabligh, sont donc passés au djihad armé. Comment explique-t-on un tel basculement? Pour des raisons de croyances religieuses, mais aussi des facteurs sociaux, économiques, institutionnels, face à un État faible, lointain, incapable de répondre aux attentes du Nord Mali. Et puis il y a aussi les facteurs externes. Changeons d'échelle à nouveau. Cette carte nous montre la zone de présence approximative d'AQMI, ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le Sahel et au-delà. Le bastion de l'organisation se situe dans la drare des Iforas, ce qui lui permet de se protéger, de profiter de la vallée du Tilemsi, qui est un axe essentiel entre le fleuve Niger et l'Algérie. AQMI est impliqué dans des trafics de migrants, d'armes, de drogue, de tabac qui traversent la région. Deuxième facteur, la chute du régime de Kadhafi en 2011. Des milliers de combattants touaregs enrôlés dans l'armée libyenne sont rentrés au Mali avec armes et munitions, offrant ainsi des moyens d'action au mouvement du Nord Mali. Le 5 janvier 2013, Ansar Dine et ses alliés djihadistes, AQMI et le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, lancent à leur tour une offensive vers le sud du pays. Les rebelles prennent Konna, et la communauté internationale craint alors que ces groupuscules armés s'avancent jusqu'à Bamako. Alors le 11 janvier 2013, Paris décide d'envoyer l'armée française en réponse à la demande de Bamako. Baptisée Serval, cette opération est aidée par l'armée malienne, qui est sous-équipée, et par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui conduit la MISMA, c'est-à-dire la Mission internationale de soutien au Mali, sous conduite africaine. Grâce à des offensives aériennes et terrestres, Serval permet certes une réduction du potentiel des djihadistes, mais la victoire reste limitée et le pays ne parvient pas à se stabiliser. Le 1er juillet 2013, la MISMA est remplacée par la MINUSMA, une mission de l'ONU qui compte 9300 casques bleus. Et le 1er août 2014, l'opération Barkhane succède à l'opération Serval. Elle s'effectue en partenariat avec 5 États de la région, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Elle rassemble 3000 militaires et vise à lutter contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. Car il faut bien voir que AQMI et les autres mouvements présents dans le Nord Mali constituent un risque pour les activités françaises d'extraction de l'uranium au Niger, qui est le 4e producteur mondial d'uranium. Vous voyez sur la carte les mines qui se trouvent au nord du Niger, près d'Arlit, dans l'une des zones uranifères les plus importantes du monde. Détenues par Areva, ces deux mines sont situées à quelques 200 km de la drare des Iforas. Rappelons que le Niger fournit environ 30% des approvisionnements en uranium des centrales nucléaires françaises. Donc en intervenant au Nord Mali, Paris cherche aussi à sécuriser son approvisionnement en uranium. Alors où en est-on aujourd'hui? À Bamako, les élections présidentielles de 2013 ont porté au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Dans le Nord Mali,
Il y a eu rivalité et scission entre les divers groupes armés à tendance islamiste. Et puis troisièmement, des négociations de paix ont commencé à Alger en septembre 2014. Le gouvernement de Bamako n'est plus en position de force face au mouvement politico-militaire du Nord Mali depuis la déroute de l'armée malienne en mai 2014. Alors ces négociations d'Alger sont lentes et difficiles. Les groupes armés veulent que le nom même de Azawad soit reconnu et figure dans les accords, ce que le gouvernement de Bamako refuse, tandis que le gouvernement malien, de son côté, prône la décentralisation du pays, alors que les groupes armés veulent l'instauration d'un État fédéral. Aujourd'hui, le Mali vit sous perfusion économique. La médiation internationale censée faire des propositions acceptables par les diverses parties peine à être tout à fait inventive. Alors, c'est très difficile de trop simplifier une question humaine et politique aussi complexe. Mais si on veut la restauration de l'autorité de l'État malien, il faut vaincre les djihadistes. Et si on veut vaincre les djihadistes, il faut redonner confiance au peuple touareg. Alors, un ouvrage de fond sur cette région, Touareg apprivoisé le désert, d'Hélène Clodo-Awad aux éditions Gallimard. Et puis un ouvrage plus d'actualité, La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, dirigé par Michel Galli aux éditions La Découverte.